Bonjour. Je vais présenter là un travail qu'on mène ensemble avec Doris Barboni, qui ne peut être présente parce qu'elle est en ce moment à l'IFPO à Pondichéry. Et c'est un travail en fait que nous poursuivons au long cours avec Doris, qui a fait l'objet d'une publication, enfin un petit texte dans la publication du GDR sur l'eau, donc un travail qu'on a commencé il y a 3 ans, qu'on poursuit en pointillé et avec un enthousiasme réel, mais avec un certain nombre de difficultés. La première, c'est celle de pratiquer une interdisciplinarité indisciplinée. Moi-même, je suis ethnologue ou anthropologue. Je travaille dans le Rif africain. Je m'intéresse aux sociétés pastorales du nord du Kenya et en particulier aux dynamiques de changement socio-écologique qui ont pu entourer ces sociétés. Et dans mon travail, l'histoire orale nous permet de remonter au maximum à 1800. Doris, de son côté, est micropaléontologue. Elle travaille plutôt sur l'étude des microfossiles, de plantes qui, elles, sont vieilles de plusieurs années, parfois, plusieurs millions d'années parfois. Donc on travaille sur des pas de temps qui sont différents, mais que nous essayons de faire dialoguer, pour le coup en dehors des découpages disciplinaires. Et parfois, j'ai envie de dire, et l'exercice auquel nous nous sommes livrés pour aujourd'hui, dans des formes d'anachronisme sauvage, à rebours du temps, mais qui peuvent avoir une portée heuristique dans les idées qu'ils portent. Deuxième chose, l'interdisciplinarité indisciplinée, c'est que, on revient à des choses basiques. Doris travaille plutôt avec des logiques déductives, et les anthropologues travaillent avec des logiques qui sont plutôt inductives. Donc en fait, on n'est pas du tout dans les mêmes logique de raisonnement, et parfois ça porte vraiment à défaut sur les conclusions que l'on peut tirer. On ne travaille pas non plus sur les mêmes terrains, et pourtant nos travaux se font écho autour de la ressource qu'est l'eau dans les régions arides et semi-arides du Rift. Alors on a intitulé cette présentation « L'eau au rythme des hommes » ou « Les hommes au rythme de l'eau », pour essayer de travailler un petit peu la question de la relation symbiotique. Moi, je préfère parler d'interdépendance entre les sociétés et quelque chose qu'on nomme une ressource, mais en tout cas qui pose la question de savoir, quand on regarde un petit peu dans la longue durée, au fond, quel est le sujet, ou plutôt, quand le sujet devient-il l'objet ou inversement. Parce que ce qui nous intéresse, c'est précisément que nous sommes probablement témoins, dans le contemporain, de changements de paradigme de la relation entre l'homme et l'eau. Et en fait, ce changement de paradigme s'est construit au fil du temps, et c'est précisément autour de cette réflexion dans la longue durée des liens qui lient l'homme à l'eau, mais avec une spécificité qui nous relie, moi et Doris, c'est de travailler très spécifiquement dans des zones arides, qui sont en réalité assez peu étudiées, ou assez peu travaillées par les scientifiques, pour essayer d'interroger ce qu'est la ressource en eau. À quoi ressemble l'eau dans le Rift? Donc, eh bien, ce sont pour poser des choses assez basiques, ce sont d'abord des eaux de surface, des grands lacs qui font plusieurs centaines de mètres de profondeur, qui sont remplis d'eau douce, comme le lac du Turkana. Ce sont aussi des lacs assez peu profonds, avec des eaux saumâtres, des niveaux d'extension et spatiale qui varient très largement en fonction des saisons. Et je pense qu'on a eu plusieurs exemples depuis hier. Je pensais à la discussion autour d'Okavango, par exemple, mais il y en a d'autres. Mais l'eau dans le Rift, ce sont aussi des rivières pérennes, l'Omo, l'Awash, qui sont, elles, en place depuis que le relief sont en place depuis 20 millions d'années. Et c'est enfin des cours d'eau saisonniers que, personnellement, je préfère qualifier, du point de vue pastoral,
comme des cours d'eau temporaires. Et on voit bien, là aussi, une des grosses difficultés qu'on a à travailler ensemble, c'est que très très souvent, on ne parle absolument pas du tout le même langage. On désigne des choses qui sont en apparence communes, mais en réalité, sous des petits univers sémantiques, il peut y avoir de grosses différences de compréhension. Deuxième caractéristique, les formes de l'eau dans le rift. L'eau en Afrique est souterraine, et ça c'est plutôt le travail de Doris. Elle est stockée dans d'immenses aquifères, et ces sources d'eau souterraines en fait sont généralement des sources d'eau douce. Elles sont aussi salées dans certaines régions, notamment en Somalie. Elles présentent parfois dans des zones de contact des caractéristiques très salines ou alcalines, mais toujours est-il que ces eaux souterraines aujourd'hui représentent 15% de la ressource en eau renouvelable en Afrique. Et dans des pays comme l'Éthiopie, donc sur la carte, donc en fait ces eaux souterraines correspondent à des zones de faible recharge, pour une simple raison, c'est qu'il pleut assez peu, mais par contre, ce sont des zones de stockage qui sont assez substantielles. On a des eaux qui sont profondes, des réserves assez anciennes, avec des nappes qui sont situées entre 50 et 100 mètres en dessous de la surface. À l'inverse, dans les plateaux montagneux de l'Éthiopie, du sud-ouest Kenya, la Tanzanie, sont des zones où en fait la recharge des aquifères est importante. On a jusqu'à plus d'1 mètre de recharge par décennie, et elles ont par contre là de faibles capacités de stockage. Donc en fait, l'Afrique dans cette zone dispose de quelque chose qui ressemble à une sécurité hydrique significative du fait de cette répartition du stockage et de la recharge des eaux souterraines. Autre caractéristique, et c'est ce qui nous intéresse vraiment, en fait, c'est que on constate des concentrations, en tout cas une forte présence de sites archéologiques et paléoanthropologiques qui sont associés à des sources fossiles et que l'on retrouve par exemple sous la forme de travertins qui laissent en général une trace de leur présence dans les niveaux sédimentaires. Donc par exemple Doris et ses collaborateurs ont eux-mêmes recensé plus de 50 occurrences qui sont représentées ici, entre autres, dans le rift, et notamment au Pléistocène, notamment pour les périodes les plus récentes, et notamment aussi pour des périodes plus récentes comme l'Holocène. D'autres, comme Cuthberg, ont montré que ces sources d'eau souterraine du rift répondent aux variations saisonnières et multidécennales, et en fait qu'elles pourraient avoir joué un rôle assez important dans les déplacements, les migrations, et notamment les migrations des hominidés. Je pense que c'est une question qui a été évoquée à plusieurs reprises, là aussi, à travers ces corridors qu'ont pu former les couverts forestiers. Mais ce que l'on voit, en fait, ici, sur cette carte, c'est qu'effectivement, on a une densité de sites à hominidés et des sources qui sont, donc en point vert et bleu, qui sont assez importantes, en fait, dans cette zone du rift, ici. Une concentration assez importante entre l'Éthiopie et le nord de la Tanzanie. Le site d'Olduvai, qui se situe en Tanzanie, en fait, représente pratiquement 2 millions d'accumulations de traces de présence humaine. On y retrouve des artefacts utilitiques, des os marqués de traces de découpe et pléthore de restes fauniques, notamment d'hominidés. Il y a une occupation récurrente de cette zone, malgré un climat qui s'est aridifié au cours du temps. La chimie des argiles, de son côté, montre que le paléolac d'Olduvai a disparu pour des raisons tectoniques, le bassin bascule vers l'est, et que l'eau du lac était en permanence salée ou alcaline, donc largement imbuvable. Quant à l'analyse paléobotanique, sédimentaire et paléopédologique de plusieurs niveaux archéologiques dans cette gorge, elle a montré, d'une part, une cyclicité dans les niveaux du lac qui alternent entre des hauts niveaux et des bas niveaux, et cette même configuration comprenant un lac salé, des failles tectoniques et des exurgences d'eau profonde
présente aussi des restes, dans la palynologie, de palmiers, des poches forestières qui sont micro-localisées autour des sources d'eau et qui font contraste avec les paysages arides que l'on connaît aujourd'hui, tout autour, dans un rayon de 30 km. Donc en fait, les travaux, et c'est ce qui illustre cette diapositive que personnellement je ne commenterai pas parce que j'en ai pas les compétences, on est dans un dialogue interdisciplinaire et je connais les limites de mes compétences, mais en tout cas ce qu'elle nous présente, c'est un paléopaysage végétal supposé d'Olduvai il y a quelques 1,9 million d'années, quelque chose que moi, dans mon langage, j'appelle un paysage d'eau dans une zone aride, ou en anglais un waterscape. Ce qui me semble être une idée intéressante, c'est-à-dire que si on regarde ces paysages aujourd'hui dans des zones arides, en fait, on les regarde précisément comme des zones arides ou des bassins ondoriques qui se sont asséchés au cours du temps, mais en réalité, on a en face de nous des paysages qui étaient des paysages d'eau, et c'est l'eau qui a profondément modelé sur des millénaires ces paysages. Alors, les sources d'eau souterraines dans le rift peuvent donc jouer un rôle majeur sur les faunes du rift, notamment pendant les périodes sèches, très sèches, et elles peuvent constituer de vraies zones de refuge, ce que illustre aussi cette diapositive. Et les sources d'eau douce, notamment les exurgences, qu'on peut identifier très souvent par la présence d'oasis et d'une végétation assez particulière, palmiers, etc., deviennent en fait des zones de refuge pendant les périodes climatiquement sèches, sans lesquelles de nombreux organismes de la faune et de la flore n'auraient pu perdurer. Seuls les points d'eau pérennes dans le paysage, en période climatiquement sèche, les sources d'eau devraient attirer et concentrer à la fois les carnivores, qui sont à la fois de grands buveurs d'eau, mais aussi de sang, et inversement, si on pense à la relation homme-animal, potentiellement des zones de chasse. Et les herbivores, eux, qui sont moins dépendants à l'eau, en fait, appartiennent plutôt au biome de la savane qui se désaltère dans l'eau contenue dans les herbes qu'ils broutent. La conclusion qu'on tire avec Bonis de ceci, c'est une idée. C'est qu'en fait, l'eau apparaît ici comme un élément du paysage qui concentre en période sèche et qui disperse en période humide, où l'eau de surface est plus fréquente à la fois dans l'espace, dans l'étendue, il y a plus de ruisseaux, et dans le temps, ceux-ci sont plus longtemps pérennes. Si on essaie de transposer un petit peu cette idée dans les pastoralismes contemporains, la question c'est de savoir est-ce qu'on a le même type de couplage entre quelque chose qui est une relation à l'espace et à la ressource pour les populations pastorales, qui reposerait au fond sur la gestion de l'étendue et de la profondeur, pour ce qui est de l'eau, les aquifères. En fait, dans le pastoralisme contemporain, et notamment dans le nord du Kenya, on retrouve ce couplage entre sédentarité verticale, nomadisme horizontal, sur différentes échelles de temps. Et ça va même bien plus loin, je pense, c'est que la concentration des formes de vie, au-delà des sociétés et des hommes, mais donc le monde animal, ne dépend plus seulement des variations climatiques sur des pas de temps longs, mais ici, en fait, on pourrait presque penser, au vu de la question du changement climatique, que la fréquence s'accélère pour suivre le rythme des saisons. Dans une localité qui est située dans le désert du Chalbi, Balessa, on trouve une forte concentration de puits qui utilisent les profondeurs, plus de 70 puits, dans un lieu qui est aujourd'hui relativement sédentaire, et où en fait on a une évaporation assez forte, et dans ces cours d'eau, les éleveurs ont depuis longtemps installé des systèmes de puits sur des cours d'eau qui, eux, sont temporaires, et où on trouve aussi des campements plus ou moins permanents. Le pastoralisme contemporain, en fait, du Nord Kenya, joue sur l'association ou la dissociation entre des zones de pâturage qui se situent dans les hautes terres et des lieux d'eau, en fait, qui se situent dans les basses terres.
ici, le système de puits qui est creusé parfois à des profondeurs de 30 mètres, on trouve la même chose par exemple dans les Toulas éthiopiens au sud de l'Éthiopie. Ce système donne accès à de l'eau douce qui est stockée dans un aquifère profond. Ces campements, comme Balessa, qui sont des lieux aujourd'hui de sédentarité, mais qui autrefois étaient des lieux de sédentarité temporaire dans un système de transhumants au long de l'année, ces campements sont abandonnés en hivernage pour l'étendue humide que représentent les pâturages des hautes terres, ce qu'on appelle dans le Nord Kenya des foras. La sédentarité des groupes hommes-troupeaux est donc saisonnière et verticale, et pendant la saison des pluies, le parcours de transhumance reste confiné en altitude, car les pâturages sont verts et les cours d'eau saisonniers ne sont plus à sec. Donc les parcours de transhumance permettent une gestion de la ressource en eau dans l'espace horizontal, et j'avais écrit plutôt que vertical. Mais en fait, c'est un peu plus compliqué que ça. C'est que précisément la gestion dans le pastoralisme de la ressource en eau dans l'espace horizontal permet que se fasse la recharge dans la verticalité, c'est-à-dire dans les pluies, quand on est dans les hauteurs. Et donc, on a là un véritable système sur lequel on peut se demander s'il y a une intentionnalité, est-ce qu'il a été pensé? Pour le moment, je pense qu'on n'est pas capable de répondre à ce type de questions en tant qu'anthropologue, mais en tout cas, qui interroge sur le type d'économie de la ressource en eau qui est pensé dans ces sociétés pastorales. Ici, vous avez un puits, donc ce qu'on appelle les Toulas. Ce sont les Toulas de Marsabit, donc qui sont... C'est pas forcément le meilleur exemple parce qu'ils sont un peu plus hauts que ceux qu'on trouve d'habitude entre 3 et 500 mètres sur les courbes de niveau. Et ce genre de puits, ce qui est intéressant, c'est qu'il est géré par une institution sociale qu'on appelle le Abairega, le père du puits. Chez les Gabra, chez les Boran et chez tout un tas de sociétés dans ces environnements, en fait, l'eau fait l'objet d'une régulation par des institutions sociales qu'on connaît très bien d'un point de vue ethnographique. Et ce qui est intéressant, c'est que ces institutions sociales régulent quelque chose qui relève d'une ressource que nous allons qualifier de rare, alors qu'en réalité, elle n'est pas pensée sous le signe de la rareté par ces mêmes institutions. Et ça, c'est fondamental, parce que la fonction du Abairega, c'est précisément d'évaluer en permanence. Il faut imaginer, il y a des centaines de troupeaux qui défilent tous les jours sur ces puits et ces systèmes de puits. Donc il faut avoir quand même une idée de la ressource qui est disponible au fond du puits. Et ça, c'est le rôle du Abairega, effectivement, d'organiser à la fois l'agenda d'accès des troupeaux au puits et d'estimer quelle est la ressource disponible qui permettra de définir l'agenda dans les prochains jours. Donc ça suppose quand même une connaissance locale de la ressource et aussi une gestion de la rareté. Le problème face auquel on est confronté aujourd'hui, c'est que ce système transhumant que je vous ai décrit, entre horizontalité et verticalité, en fait, tente à disparaître massivement, et notamment sous l'effet de la sédentarisation et de la sédentarisation forcée des années 1970. Vous avez ici deux cartes, je me suis permis de les mettre, même si elles ont été faites à main levée dans un travail une pratique ethnographique. Mais en fait, la première représente les puits tels qu'ils existaient il y a 60 ans, mais en fait il y a 70 ans, parce que cette carte elle a été faite il y a déjà 10 ans. Et en dessous, 60 ans plus tard, ici, le nombre de puits dont on voit qu'il a augmenté. Donc les puits, on est dans la verticalité, d'accord, dans les basses terres. Le nombre de puits a augmenté, et surtout, en fait, il s'est figé autour des lieux de sédentarisation. Et ça, c'est un point important, parce qu'en fait, la première carte, c'est pas parce qu'on vous dit qu'il y a 60 ans, il y avait ces puits-là, qu'il y a 200 ans, il y avait les mêmes. En fait, il y a une mobilité aussi. C'est-à-dire que, et c'est un des problèmes, par exemple, dans l'analyse historique des Toulas, il y a un certain nombre de travaux qui ont été faits sur le sud de l'Éthiopie par des historiens, c'est qu'en fait, il n'y a pas de stabilité au sens dans la spatialisation des puits. C'est des choses qui bougent dans le temps, mais du coup aussi qui interrogent sur la connaissance
locale, ou la connaissance qu'ont les populations locales des aquifères. Et on sait assez peu de choses pour le moment, d'un point de vue ethnographique, effectivement, sur quel est le degré de connaissance du fonctionnement des aquifères par les populations locales. Mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est que dès que le nomadisme s'estompe, et ce que représentent ces deux cartes, donc avec la sédentarisation forcée des populations, c'est le système en fait d'extraction verticale qui va s'imposer au profit de l'étendue. Les puits vont, du fait de la sédentarisation, être mis sous pression. Et ce que l'on constate, c'est que le niveau des nappes baisse, car les puits sont utilisés non plus de manière temporaire en fonction des cycles saisonniers, mais tout au long de l'année. Donc dans ces espaces désertiques ou arides, la mobilité des formes de vie a en réalité probablement longtemps permis de maintenir un équilibre entre les ressources rares, mais néanmoins disponibles et nécessaires à la vie. Et dès lors que la sédentarité s'impose comme un mode de vie unique, elle impose une utilisation verticale des ressources, excusez-moi de me répéter tout le temps et d'insister sur cette idée-là, et probablement, en fait, la sédentarisation, on pourrait se poser la question de savoir dans quelle mesure elle est liée aux premières formes d'extractivisme, à savoir que l'extractivisme émanerait d'une forme de vie sédentaire. Quand on voit en fait ces cartes et ce constat, on se pose alors la question aussi de savoir est-ce qu'on peut continuer à penser le cycle hydrologique de l'eau, le cycle hydrologique tel qu'il a été pensé dans le concept, au sens d'un cycle naturel, alors même que l'homme intervient de plus en plus sur le cycle de l'eau. Et donc on aimerait ici introduire juste comme ça la notion de cycle hydrosocial qui a été développée notamment par Linton, un historien de l'eau. Deuxième chose, ou deuxième conclusion temporaire ou idée, c'est qu'en fait, il y a probablement dans la manière d'organiser la transhumance telle qu'elle existait encore il y a 40 ans, une forme de rationalité économique dans cette logique de transhumance entre haute terre, basse terre et gestion de l'étendue, verticalité, qui, à mon sens, et je le disais hier dans un autre contexte, fait apparaître quelque chose qui est de l'ordre de l'économie du besoin versus l'économie de la ressource. Et je pense que c'est fondamental que nous prenions en compte cette distinction, parce que, comme je viens de le dire, en fait, l'économie de la ressource est liée à cette économie extractive des ressources. Bon, j'ai oublié cette diapo-là, vous m'en excusez, mais en fait, ce qu'elle montre, cette carte, c'est ce qui s'est passé au moment de la sécheresse de 2011. Bon, il se trouve que moi, j'ai travaillé à ce moment-là dans cette zone, en 2012, parce qu'en fait, il y a toujours une perception décalée en fait, des sécheresses. Les éleveurs perçoivent le décalage du fait en fait, de l'utilisation dans l'étendue des pâturages et des ressources en eau. Ils le perçoivent 6 mois plus tard, en fait, l'épisode de sécheresse. Mais en fait, ce qu'on voit, et ce qu'indiquent ces flèches, par exemple de Baléza, qui se trouve dans le nord, ici, et qui se trouvait sans plus aucune ressource en eau au mois de mai 2011, c'est que les éleveurs se dirigent vers les centres urbains, qui sont des lieux de sédentarisation, en fait, où ils vont aller chercher la ressource en eau. Et en fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'avec les sécheresses sévères, ce qu'on appelle les épisodes de sécheresse sévère, on a en fait une inversion du modèle de la transhumance saisonnière, et cette inversion, elle contribue à augmenter la pression sur les aquifères souterrains et sur les puits. J'arrive à ma conclusion très rapidement. Il me reste 2 slides. Je voudrais parler quand même de cet épisode parce qu'on a un peu de mal à le caler avec Doris, mais moi il m'intéresse particulièrement. C'est qu'on a un épisode de sécheresse sévère qui constitue un point de bascule probablement de toutes ces sociétés à la fin de la période de l'Holocène, et que les Boranes désignent comme étant la China. Les populations Maasai en langue ma parlent de Emutai, et les populations Gabra de China Gure Itata. Et en fait, cet événement qui se produit entre 1800 et 1820 peut se traduire par la termination of pastoral society,
c'est-à-dire la fin des sociétés pastorales. Cet épisode m'intéresse parce qu'en fait, il fait une jonction possible entre ce que nous, les anthropologues, on est capable de faire, remonter à 1800 avec l'histoire orale, et ce que les paléos pourraient éventuellement faire, par exemple en faisant des relevés palynologiques. Et donc, il y a des jonctions possibles sur des pas de temps, en fait, qui en apparence, nous séparent. Mais ce qui est important, en fait, dans cet épisode de la China, c'est que c'est un épisode de sécheresse sévère qui dure 20 ans, avec migration complète, avec dessiccation complète des sols, disparition complète du couvert végétal au début du 19e, disparition complète du couvert végétal, et aussi des grandes migrations de population. Et en fait, l'histoire orale sur laquelle moi je travaille, celle des Borana et des Gabra, tente à montrer qu'on a là un moment du passage de ce qu'on appelle le cattel complexe, c'est-à-dire l'élevage de bovins caprins qui était évoqué tout à l'heure, au camel complexe, puisque dans ces zones, aujourd'hui, on élève du dromadaire et non plus du bovin. C'est un indicateur très important, en fait, parce que pour faire du bovin, il faut de l'eau. Pour faire du dromadaire, il n'en faut pas. Et là, on a quand même des marqueurs, c'est-à-dire que les animaux, en fait, et les modes de production pastoraux sont des marqueurs importants qu'on peut prendre en compte pour essayer de reconstruire les dynamiques socio-écologiques passées et qui nous informent sur le présent, notamment, parce que les formations ethniques contemporaines que l'on connaît aujourd'hui, et c'est une des hypothèses fortes sur lesquelles je travaille, en fait, sont probablement apparues dans cette région à ce moment-là. C'est-à-dire les populations Gabra, Rendilé, etc., sont probablement apparues après cet épisode de sécheresse sévère. On a donc une situation, pour revenir à l'exposé précédent, en fait, d'effondrement d'une société avec la China, ou d'effondrement de sociétés, mais paradoxalement, des choses très intéressantes, c'est aussi des réseaux d'échanges, et ça Günther Schlie en Allemagne l'a très bien montré, des réseaux d'échanges qui perdurent et qui ont permis à certains clans de vivre et de continuer à vivre dans cet espace, en échangeant du grain contre du bétail résiduel, et donc de se recomposer dans d'autres identités ethniques qui sont les identités ethniques contemporaines. Et je pense que c'est quelque chose d'important. Dernière slide, et puis j'en viens à ma conclusion. Ici, vous avez, en fait, pour reprendre l'idée de concentration des formes de vie à proximité des lieux d'eau, un site qui s'appelle Bourka, qui se trouve dans le désert du Chalbi, où, en fait, on a tous les éléments qui montrent que dans ces lieux d'eau, qui sont des formes qui renvoient aux exurgences dont parle Doris Barboni, on a une concentration des formes de vie. D'abord, on retrouve ces sites qui sont appelés des sites Wardai, en fait, qui sont des cairns de pierre. On a de l'art rupestre, avec des girafes. Il n'y a absolument plus aucune girafe dans ces environnements aujourd'hui, soyons clairs. Donc ce serait intéressant de savoir quand est-ce que ça a disparu. Et puis on a une végétation très caractéristique. Je peux en rajouter. Il y a il y a énormément de restes de poteries qu'on a identifiés maintenant, cartographiés, dont on ne sait pas d'où ça vient, parce que en fait, dans les populations pastorales, la plupart du temps, il n'y a pas de poterie qui est utilisée. En tout cas, si elle est utilisée, elle est stockée, mais ce n'est pas eux qui la fabriquent, donc on ne sait pas d'où ça vient. Et donc, ça nous pose énormément de questions aujourd'hui. Mais ce que montre la carte, ici, et c'est là que c'est intéressant, en fait, c'est que, enfin, je le dis très rapidement, on pourrait y revenir, mais tous ces sites-là, qui concentrent en fait toute une série d'artefacts et de données archéo, sont vraiment liés à des niches écologiques très très précises et qu'on peut vraiment définir et qui sont situées, y compris sur des courbes de niveau très précises. Bon, je passe sur cette diapo, on pourra y revenir si vous voulez, et j'en viens à mes conclusions. Donc en fait, ce qui nous intéresse dans le dialogue interdisciplinaire, c'est qu'effectivement, on travaille à la fois sur des sociétés contemporaines et passées, mais plus largement, en fait, c'est qu'on voit quand on travaille sur les lieux d'eau, ce qu'on appelle les lieux d'eau avec Doris, c'est qu'on a un concentré ou une concentration des formes de vie humaines et non humaines autour de ces espaces. Et que, en fait, c'est quelque chose qui, à mon sens, mais peut-être que je me trompe, est encore assez peu travaillé dans des logiques interdisciplinaires. Deuxième chose, c'est qu'il y a un rapport assez étroit entre les eaux de surface, les aquifères, la question de la mobilité, de la sédentarité, de l'étendue, de la profondeur, et ça intéresse la question de la préservation ou de l'extraction.
Parce qu'en fait, derrière cette idée-là, gestion de l'étendue ou du vertical, la question qui est posée, c'est quels sont les savoirs locaux des populations qui vivent dans ces environnements aujourd'hui et qu'on peut remobiliser dans des logiques, par exemple, de conservation de la ressource en eau, qui sont complètement évincées. Et c'est des questions, en fait, qui sont très conceptuelles, mais qui, en réalité, ont des impacts très concrets sur la question de la conservation. Et donc, moi, effectivement, ça amène à un débat sur la soutenabilité des anthroposystèmes, c'est un terme que moi j'utilise, entre économie de besoin ou économie de ressources, avec une limite dans le questionnement, parce que moi, je suis un anthropologue, voilà, et puis plutôt formé à la Marchand Salins, critique de la sociobiologie. Donc en fait, c'est qu'on va revenir, on s'était évoqué précédemment, mais une forme de déterminisme environnemental qui nous interroge parce qu'on ne sait pas faire avec ça, quoi. En fait, c'est un vrai problème pour nous. Donc voilà. Et je pense que c'est des questions qu'on a dans le GDR. Et donc, le dernier point, c'est que, et j'en parlais avec Jean Renaud, enfin, j'insiste, je ne cesse de marteler, mais c'est que pour moi, comme les sols, en fait, ces lieux d'eau pourraient vraiment, enfin, c'est des zones critiques, et que ce serait vraiment intéressant qu'un de ces quatre, on puisse mettre en place des zones ateliers interdisciplinaires pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui en termes de dynamique par rapport au changement climatique et ce qui s'est passé dans le passé dans ces environnements, parce qu'ils sont extrêmement riches du point de vue de l'information. Je vous remercie.